Bonjour à tous et à toutes. Donc, on va commencer. Je vous remercie d'être présents pour cet événement qui s'inscrit dans la programmation d'activités qui souligne les 10 ans, l'anniversaire de 10 ans du LABEX Dynamite. Donc, la table ronde d'aujourd'hui s'intitule « Quand les migrants produisent la ville, négociations quotidiennes et politiques publiques ». Donc, mon nom est Danielle Bélanger. Je suis professeure titulaire au département de géographie de l'Université Laval à Québec, au Canada. Et il me fait très plaisir d'avoir été invitée pour présider cette table ronde. Donc, la table ronde d'aujourd'hui est organisée par mes collègues Nadine Catan, directrice de recherche au CNRS, UMR Géographie Cité, qui est ici. Laurent Farret, professeur, Université Paris-Cité, UMR CESMA. Voilà, Laurent. Et Jean-Baptiste Frétigny, Jean-Baptiste, ici, maître de conférence à Cergy, laboratoire Place. Donc, la table ronde de cet après-midi est inspirée par un projet du LABEX qui était intitulé « Quand les migrants en transit produisent la ville, regard croisé entre Paris, Milan et Mexico ». Et on a aussi inclus la ville d'Izmir dans le projet. Donc, le projet avait donné lieu à des analyses croisées sur la place des migrants dans la ville et sur les dynamiques urbaines entre migrants et non-migrants. Donc, à la suite du projet, aujourd'hui, la table ronde d'aujourd'hui vise à décrypter la place que l'on accorde ou que l'on n'accorde pas à ceux et celles qui sont de passage et dont l'ancrage est temporaire et incertain dans la ville. Donc, la table ronde vise à voir la place en ville qu'occupent les migrants exilés ou réfugiés et comment la présence de ces migrants agit sur la matérialité et l'expérience urbaine. Donc, nos panélistes aujourd'hui ont été invités à intervenir sur ce sujet. Donc, avant de leur donner la parole, je vous mentionne un peu comment va se dérouler la table ronde. Donc, je vais présenter les intervenants juste avant leur prise de parole. Suite à leur intervention d'une dizaine de minutes, on prendra une ou deux questions assez ponctuelles de la salle. Et ensuite, on passera au suivant ou à la suivante. À la fin, on ouvrira pour une discussion générale sur l'ensemble des présentations et le thème de la table ronde. Donc voilà, je vous signale aussi qu'on doit impérativement terminer à 18h30 parce qu'un autre événement suivra celui-ci. Et on remercie aussi Anne Ponce pour sa participation et l'aide à la logistique. Est-ce qu'elle est présente? Oui. Alors, merci beaucoup. Merci. Donc, sans plus tarder, je vais commencer par vous présenter notre premier présentateur. Donc, il s'agit de Thomas Lacroix, qui est directeur de recherche au CNRS, série Sciences Po. Thomas est chargé de recherche en géographie au CNRS. Il travaille sur les relations entre transnationalisme, intégration et développement, plus particulièrement sur le transnationalisme maghrébin. Ces thèmes de recherche incluent la relation entre migration et développement, les théories des migrations et du transnationalisme, la mémoire diasporique, le commerce ethnique, le transnationalisme associatif et familial. Et aujourd'hui, il nous entretiendra du rôle des villes. Et voilà, je suis celle de la parole. Alors, je vais ouvrir cette table ronde sur ce que font les migrants à la ville. Alors là, ça ne va pas être exactement le sujet, ce que font les migrants à la ville. C'est plutôt une espèce de vision un peu plus surplombante, puisque je vais aborder la question plutôt des réseaux de villes. Les réseaux de villes, d'une façon générale, ce qu'on appelle la diplomatie urbaine, donc l'intervention des villes sur la scène nationale et internationale, se structure beaucoup depuis une dizaine d'années à partir de cette question des migrations. Et je voudrais aborder, dans le cadre de cette intervention, sur ce qui se passe plus spécifiquement en Europe, avec deux générations de réseaux de villes au cours de ces 20 dernières années qui sont apparus. Je n'en dis pas plus pour l'instant. Alors, voilà. Donc,
comment ça se passe? Ces réseaux de villes, en fait, ont émergé en Europe dans le cadre d'une construction de l'espace politique européen depuis au moins le traité de Maastricht, avec la volonté de la part des autorités européennes de créer un espace, de créer des canaux de discussion directe entre la Commission européenne et les municipalités, avec la création, par exemple, du Comité européen des municipalités et des régions, avec l'Assemblée des régions, mais aussi avec un réseau de villes qui s'appelle Eurocités. Et ces instances, dès les années 90, avaient cette particularité de cibler la question des migrations comme l'un des domaines privilégiés d'intervention des villes dans cet espace européen. Alors les choses se sont accélérées à partir des années 2000, lorsque l'intégration et les migrations d'une façon générale sont devenues compétences européennes, suite au traité d'Amsterdam. Et ensuite, vous avez toute une série de documents qui ont défini la stratégie européenne en la matière, notamment la stratégie de Lisbonne. Et sur la question des migrations, vous avez toujours eu une relative réticence des États à vouloir abandonner leurs prérogatives, en particulier en matière d'intégration des migrants, parce qu'ils voulaient préserver leur modèle spécifique sur ces questions-là. Et de ce fait, la Commission européenne a toujours essayé de développer des canaux de discussion privilégiés avec les municipalités pour essayer de contourner ces réticences-là et pour pouvoir mettre en œuvre un agenda plutôt sur les questions de ce qu'on appelait à l'époque diversité, ce qu'on appelle toujours d'ailleurs les questions de diversité, diversity policies. Voilà. Et donc, pour mettre en place cette stratégie, a été adopté le programme Urban, donc entre 2000 et 2006, qui avait cette spécificité de financer directement des programmes auprès des villes. Donc il y avait des canaux de financement directs entre la Commission et les municipalités. Ces canaux se sont arrêtés à partir de 2006, où on a mis en place un autre programme, parce qu'il y avait encore cette réticence des États de voir se constituer ces canaux et cet agenda. Et ça a été remplacé par le programme Urbact, qui est moins financé, mais qui met l'accent cette fois, sur la création de réseaux de villes. Et donc, à partir du programme Urbact, il y a eu une multiplication de la création de réseaux de villes en Europe sur les questions migratoires, avec le réseau CLIP, le Eurocities qui a créé son propre working group, Solidarity Cities, Mediterranean City to City on Migration. Voilà, il y en a vraiment pas mal. Donc ça, et puis il n'y a pas que la Commission européenne qui était investie dans ces histoires, également d'autres autorités, d'autres institutions telles que le Conseil de l'Europe, Intercultural Cities a été financé par le Conseil de l'Europe, l'Union pour la Méditerranée en a un autre, etc., etc. Alors voilà ce que ça a donné. J'ai fait une espèce de base de données de ces réseaux de villes et j'ai essayé à partir d'une analyse réseau, de voir quelles étaient leurs configurations. Et vous voyez, à gauche, c'est les réseaux de villes européens. Les réseaux de villes européens, ils sont parfaitement interconnectés du fait même de ce cadre, de cette histoire que je viens de vous mentionner. Par contre, par contraste, je l'ai mis en contraste avec la situation en Amérique du Nord, Canada et États-Unis, où vous voyez là qu'il n'y a pas du tout d'interconnexion entre d'un côté le Canada et de l'autre côté les États-Unis. Vous voyez l'absence de ce pouvoir, de ce cadre régional a donné lieu à l'émergence de réseaux de villes qui sont plutôt basés sur les territoires nationaux. Voilà. Donc ça, c'était juste pour vous montrer un peu ce que je sais faire en matière d'analyse de réseau. Voilà, alors ça c'était jusque dans les années 2006, jusque dans les années 2010. À partir des années 2010, il y a une autre génération de réseaux de villes qui émerge, et là qui a un profil totalement différent. Je vous disais, les premières générations étaient plutôt financées par des institutions internationales et notamment par l'Union européenne, et plutôt sur les questions d'intégration. À partir des années 2010, vous avez une autre génération qui sont plutôt des réseaux qui sont créés spontanément, c'est des regroupements de villes spontanés,
sur plutôt des questions d'accueil de réfugiés, de demandeurs d'asile, de migrants en situation vulnérable, et avec un agenda qui est beaucoup plus politique. Hein. Ce sont des réseaux qui aussi se veulent porteurs d'une voix des municipalités sur un agenda alternatif à celui des États. Et vous voyez qu'il y a alors attendez, une accélération de la création de ces réseaux après, donc entre 2011 et jusqu'à présent, hein, et notamment à partir de 2015, puisque cette crise de l'accueil qui a eu lieu en 2015 a vraiment généré une discussion entre les municipalités européennes et une demande en matière de pratiques, d'expérience, d'échanges d'expériences, mais aussi une demande en matière de politique, hein, d'agenda politique. Donc il y a une accélération nette de ce type de réseau-là. Alors là, quelques exemples. De ces motifs, avant les années 2010 et même encore maintenant, les deux facteurs en fait, qui ont suscité l'émergence de ces réseaux plutôt militants, c'est premièrement les politiques de dispersion des demandeurs d'asile sur les territoires des États concernés. Hein, vous la connaissez bien en France, mais là je vous ai donné l'exemple de Cities of Sanctuary, en Angleterre, qui a été créée suite à la mise en place de cette politique de dispersion par Cameron à partir de 2006. Et comme je vous le mentionnais, vous avez toute une génération de réseaux de villes qui ont été créés à partir de 2015, notamment Zeebrugge en Allemagne, et puis d'autres un peu partout sur le continent. Voilà, là j'ai juste pour présenter brièvement 3 de ces réseaux militants. Je vais commencer peut-être par Cities of Sanctuary en Grande-Bretagne. Donc, comme je vous disais, créé suite à cette politique de dispersion avec des villes comme Sheffield, qui est l'une des pionnières en la matière, Sheffield, qui se retrouve avec des populations migrantes sur son territoire et avec une espèce de demande en la matière, et notamment des demandes de la société civile locale. Hein, c'est un réseau qui a d'abord été créé par des groupes locaux de soutien aux migrants. Et ensuite, ces groupes locaux sont allés vers leur municipalité pour essayer de les embarquer dans ces dispositifs d'accueil. Et ces villes se sont fait l'écho de ces demandes qui arrivaient par le bas et en ont fait un espace de discussion à travers la création de ce Cities of Sanctuary. Le deuxième réseau qui est mon exemple ici, c'est celui de Landvita, qui a été créé en 2018. Donc c'est un réseau français, Association nationale des territoires et villes accueillantes, qui a été créé à partir de 2018, mais c'est un résultat direct de la crise de Calais à partir dans les années 2015-2016. Et c'est un réseau qui a été emmené, et notamment par l'initiative de Damien Carême, qui est l'ancien maire de Grande-Synthe. Et c'est un réseau qui a mis en place un agenda d'accueil inconditionnel en faveur des migrants et qui, aujourd'hui, à l'heure actuelle, il regroupe à peu près 100 de membres en France, hein, et notamment toutes les plus grandes villes depuis les dernières municipales comme Marseille, Lyon, Nantes, Strasbourg, etc. Le troisième exemple, à dessein, j'ai pris 3 exemples de réseaux extrêmement différents. Le troisième exemple est un exemple italien. C'est un réseau qui est beaucoup plus informel, qui est en fait une mobilisation des maires en 2015, lorsque le ministre de l'Intérieur Salvini, Matteo Salvini, avait voulu mettre en place une directive qui cassait complètement les responsabilités des villes en matière d'accueil des migrants. Et il y a eu une mobilisation des mairies, de plusieurs centaines de mairies en Italie, qui se sont élevées contre ce décret et qui ont déclaré ne pas le mettre en œuvre, ne pas vouloir le mettre en œuvre sur place. Hein, et ça a donné lieu à beaucoup de discussions et d'échanges. Vous avez des figures extrêmement connues dans ce mouvement, comme le maire de Palerme, Leoluca Orlando, merci. Sala à Milan, voilà, etc., etc. Voilà, je crois que j'atteins mes 10 minutes et je vous laisse. Merci. Merci beaucoup.
Est-ce qu'on aurait une ou deux questions dans la salle sur la présentation de Thomas Lacroix? Sinon, moi, je vais poser une question. Dans le résumé, Thomas, vous nous parliez aussi des stratégies un peu différentes en Europe du Nord et du Sud concernant la question du détournement versus la confrontation. Pourriez-vous élaborer un petit peu là-dessus? Ah oui, oui. Alors, ce qu'on observe, c'est que la Méditerranée est un théâtre de tensions tout à fait particulière dans la mise en œuvre des politiques migratoires, avec cet espace méditerranéen, les ONG Search and Rescue. Donc les tensions politiques sont très vives en Méditerranée, et ça a donné lieu à la création de ces réseaux comme celui en Italie, qui sont très politisés. Alors qu'en Europe du Nord, c'est moins le cas, et les municipalités cherchent moins la confrontation directe et ouverte avec les pouvoirs publics, et dans ce cas-là, mettent en place plutôt des stratégies de contournement de la loi, mais plutôt en essayant de tirer la loi en faveur de leurs propres objectifs. Par exemple, en étendant des dispositifs qui ne sont pas nécessairement destinés aux migrants sans papier, et de faire en sorte que les migrants sans papier puissent en bénéficier. Ou alors en sous-traitant, par exemple à Düsseldorf, une clinique qui dispense des soins aux sans-papiers. Et cette clinique est déléguée, la gestion de cette clinique est déléguée à une association, ce qui permet de créer un filtre entre les pouvoirs publics et la municipalité à propos à ce sujet-là. Voilà. Et donc il y a ces stratégies. Donc le fonctionnement des réseaux de villes dans le nord et dans le sud n'est pas tout à fait le même. Voilà. Merci beaucoup. On pourra y revenir lors de la discussion générale. Donc je passerai à notre deuxième présentatrice, Andrea González Cornejo. On va changer de chaise peut-être. Donc Andrea est professeure à Mexico City, donc elle est professeure à la Universidad Nacional Autónoma de México. Elle s'intéresse aux questions d'intégration des migrants au Mexique et en Amérique latine, l'accès aux droits du travail, le rôle des organisations de la société civile dans les parcours des migrants. C'est vraiment une leader en matière d'études sur les migrations au Mexique. Donc, je lui cède la parole sans plus tarder. 10 minutes. Okay. Et Andrea interviendra en anglais. Yeah. Thank you so much. I'm going to put these kind of images in the first part of the presentation because I'm going to talk about the situation of migration in Mexico and Costa Rica. But it's important to see the images because it's a part of the ONG, Organization of Civil Rights, in Mexico that work with immigrants, and in Mexico they do all the work that the government doesn't do. So, okay. In recent years, the size and demographic composition of migration in Mexico flows in the region have changed dramatically because the cross-border movements originality, all the movements of migrants in Mexico to Central America are changing in the last years. Because we have a record numbers of Colombians, Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuela to come to Mexico and want to cross the U.S.-Mexico border. In the past year, the U.S. Border Patrol apprehensions of immigrants from countries other than Mexico and other Central America stood at 9%. And we have the 3 times more immigrants in the recent years. This situation is exceeding countries' reception capacities and generating an unprecedented increase in humanitarian and protection needs. And this is the thing that happened in our city, in Mexico City, because we have a lot of people that doesn't live here. And now we have a lot of immigrants, and we don't have all the policy that we need, the public policy that we need. According to Mexican government, 70,626 immigrants were detained between January and March
in 2022, which shows an increase of 89.3% compared to the same period in 2021. There is also an increase of 71.9% in children and teenagers, and this is important because some of them migrate with their families, but another are traveling alone. And they have a very complicated situation of violence in their countries of origin. The main countries of origin of those immigrants detained by the immigration authorities in Mexico are Guatemala and Honduras, then were followed by Cuba, Nicaragua, El Salvador, Colombia, and a lot of people from Venezuela in the last year. Almost a third of the arrest occur in Chiapas, is a state in the border with Guatemala. And almost the 96% are increased in this period, in these months in 2022. It is followed by Baja California, is a country in the north of Mexico, and in Veracruz, that is is a Gulf in Mexico. They have 668 people intercepted in this year. Meanwhile, in 2022, more than 1 million migrants have been intercepted of the U.S. southern border. An important fact about the current immigration detention in Mexico is that the National Guard, which depends on the Army, has been integrated into the functions that were previously carried out by the immigration authorities. This thing changed this year because the National Guard now depends to the Army, and this is very worried for the people because they don't know how to work with immigrants, and they are not police, they are Army. According to Costa Rica authorities, that is the other thing that I'm going to talk. They have 200,000 pending asylum applications and another 50,000 people waiting for an appointment to make a formal request. And Nicaraguans represent almost 9 in 10 applicants. According to ONGs, before the increase in migration from Nicaragua in recent years, Costa Rica received about 5,000 asylum applications per year, a number the country now receives in 1 month. So the political asylum in Costa Rica now is out of control. Okay, and can you put the other one? And now I'm going to talk about the policy in Mexico City. We were working in a project with people that work in the local government and organization of civil rights that work with migrants, because we have in Mexico City a regulatory framework that places the rights of migrants and refugees at the center, I suppose. For example, the law of interculturality, attention to migrants and human mobility from 2011, the Declaration of Mexico City as a sanctuary city in April in 2017, and the inclusion of several dimensions related to the presence of migrants population in the political constitution of Mexico City. For example, in the Constitution says that Mexico City is enriched by the transit, destination, and return of national and international migration. Mexico City is a space open to internally displaced persons and foreign persons whose refugee status has been recognized by Mexican state and granted political asylum of complementary protection. Also says that Mexico City should guarantee priority attention for the full exercise
of the rights of persons who do the structurally inequality, face discrimination, exclusion, mainstream abuse, violence, and greater obstacles to the full exercise of their rights and fundamental freedom. In the Mexico City, we have the only constitution in the country, the local constitution, who put the human rights in the center of all the documents. Mexico City has created specific programs and actions for the migrant population as a result of the increase of the number of immigrants who settle in the city after changing their plans to migrate to the United States or choosing the city as their destination after fleeing violence or poverty in their countries of origin. We have a lot of programs. I'm going to talk to you about 2 or 3. In 2008, the program of attentions to migrants and their families was created under the responsibility of the Department of Rural Development and Equality for the Communities. It changed the name in 2010. It's for Program of Hospitalarian City. And in the end of 2018, the program is integrated into the Ministry of Inclusion and Social Welfare. In addition, the Human Rights Program of the Mexico City creates permanent working tables on the rights of migrants and subjects of international protection that works with the human rights systems. Among the current challenge, we find that there is a complexity of migration in the country and the city. There are the results of our work with all the people that work in the local government and the organizations. We have to make our work in pandemia, so all our results are like in Zoom and things like that. There is also change in the political perspective towards this phenomena with the current government, which gives a lack of continuity to public action. In addition, interculturality and hospitality were a political banner of the previous local government, and this government no longer considers this issue an important priority to have the continuous state policy. There is also a change of look on the conjunctural aspects of the migration dynamics that makes the structural dimensions more invisible. There is also a paradox between creating a policy of universal attention to vulnerable groups versus the recognition of the specific needs of priority groups such as migrants and refugees. Okay. After working between an INMIMEX project and people from government and non-government organizations, we came to the conclusion that public policy needs to have an integral perspective and interinstitutional communications need to be strengthened. As part of the joint work, we came to the conclusion that the entire public policy cannot be left of INGs, since the protection of the rights of migrants is a responsibility of the states. It is also important to continue and give more weight to raising awareness of this normative framework. These normative have to be reflected in the spaces where public policy is defined. For example, the rules of operation. There is also a need to an external evaluation of the programs that allows thinking on terms in continuity. And it's also important to have accessible public information, dissemination of data, and exchange for analysis between academia, public institutions, and society actors. For this reason, the INMIMEX project creates a series of audiovisual documents for the dissemination of the rights of migrants in Mexico, and we can give you the link because there is a lot of documents, podcasts, posters,
and a lot of things that we create with the people, and now this information is in the shelters and in the government offices. Thank you very much, Andrea. Do we have a question about Mexico City? Migration. I'll ask Andrea, how does the city cooperate with civil society organizations? How do they coordinate or not? The problem now is that the migration is not a priority of the city, because we changed our government, and now they have a policy that works with all the people in situation of vulnerability, and they don't have like different dimensions of the work. So they are invisibilizando. They are invisibilizing the particular problems, and now all the work are doing by the organizations. For example, today arrived 800 immigrants from Venezuela that want to cross the border to the United States, but for the policy in the United States that says that they have to wait in Mexico, they come back to Mexico City, and today they are in a shelter without any, there are no people of the government. There are only the shelter working with them. And in one day they arrive a lot of people that they don't know how to do. And this is like all the time is happening this. Thank you very much, Andrea. Thank you. So we'll move on to our next speaker, Andreas Kellner. So Mr. Kellner il est le coordonnateur du Sénat hambourgeois pour la préparation de l'IBA, dont il va nous entretenir dans quelques minutes. Donc, il a étudié l'architecture et l'urbanisme. Depuis 1987, il a occupé différentes fonctions au sein de l'administration de la ville libre et hanséatique d'Hambourg. En 2013, il a été nommé par le Sénat hambourgeois directeur du département pour le patrimoine au ministère de la Culture. Je vous ouvre la parole. Bon, merci de m'avoir invité et merci de cette introduction. Je vais vous présenter une pièce en 3 actes avec un petit prologue pour vous introduire à la scène de la pièce. C'est ce que vous voyez sur ce diapo. C'est la plus grande île fluviale en Europe qui comprend quelques 50 km², juste à côté du centre de la ville, qui est au nord de la branche nord de notre rive Elbe, qui est séparée par cette île en 2 branches. Et là, il y a un terrain, même si c'est central, qui était oublié pour très longtemps de la majorité des hambourgeois, qui n'y était jamais. Un terrain qui a une histoire sous-marine, ou plutôt amphibique, jusqu'au 19e, où on a endigué le terrain pour créer des sites portuaires et ensemble des logements ouvriers. Donc, un quartier jeune et dès le commencement plutôt faible en sens économique. Ça a continué dans le 20e, après la guerre, avec une crise navale qui a mis au chômage beaucoup des ouvriers traditionnels, puis encore une catastrophe, une inondation qui a coûté 300 morts. Donc l'image était damagée beaucoup et beaucoup des résidents ont quitté l'île parce qu'on ne voyait plus de futur. Qui est venu? C'est l'immigrant. C'était des immigrants ou des migrants qui sont venus à Hambourg plutôt pour rester. C'est donc pas tellement ceux qui sont de passage
mais qui sont venus, qui pouvaient même rester et, partiellement. Maintenant, il y a la deuxième génération déjà de ces familles. Mais le quartier fut stigmatisé donc encore davantage à cause de la faiblesse et de la situation économique précaire de beaucoup de familles. Il y a un pourcentage de quelques 35% de migrants, et ce qui est plus important, c'est qu'il y a plus que 50% parmi les jeunes qui appartiennent à des familles de migrants. Bon, ce prologue terminé, qu'est-ce qu'on a fait? Premier acte. Vers la fin du XXe siècle, la situation s'aggravait parce qu'il y avait de plus en plus de conflits entre les différents groupes, les ethnies, les cultures, avec le résultat que dans les élections communales, l'extrême droite gagnait toujours. Alors il fallait faire quelque chose, trouver les résidents ainsi que la politique officielle. Et comme il y avait déjà une expérience avec les mesures traditionnelles de réhabilitation urbaine, y compris la participation publique à des débats, etc., c'était les résidents qui ont réclamé d'avoir une conception cohérente, un livre blanc sur le futur de la région, du quartier. Et le gouvernement embauchois était assez prudent pour suivre cette demande. On a fait disponible les moyens nécessaires pour travailler quelques mois en différents groupes. Plus que 100% sont engagés. C'est admirable, à mon avis, des personnes locaux. Et finalement, on a présenté un papier, ce fameux livre blanc, avec beaucoup de besoins, beaucoup d'idées aussi, mais c'était qu'un programme, ça. Deuxième acte, que faire d'un tel programme pour mettre sur pied des développements réels? En 2003, on a réalisé un atelier international, un format qui existait déjà avant à Hambourg pour plusieurs situations dans la ville où il fallait avoir des idées créateurs, comment développer. Cet atelier, de nouveau, a été très participatif. Il y avait non seulement les experts de l'international, de l'Allemagne, de Hambourg, des étudiants, etc., mais aussi beaucoup de résidents qui ont participé dans des groupes de travail pour une semaine. Et on a produit des modèles, on a produit des papiers, produit des plans, etc. Finalement, après cette semaine, un tas d'idées dessinées et construire un modèle. Que faire du programme du livre blanc? Et c'était donc à nous, le département d'urbanisme, donc rassembler les meilleures idées et en faire un plan vision que vous voyez à la droite. Troisième acte, que faire de ce plan de vision pour finalement faire voir le jour des projets réels, des projets pilotes pour améliorer la situation sur ce terrain de manière pilote, de manière exemplaire. Et c'était donc le format de l'IBA, l'Internationale Bauausstellung, exposition internationale d'architecture et d'urbanisme, qui a une tradition, non à Hambourg, mais en Allemagne. Il y en avait quelques-unes depuis le début du XXe siècle. Un format libre qui ne suit ni de règles ni de rythme. Comparé à des expos mondiales, par exemple, c'est les villes qui, eux, décident d'avoir une IBA basée à ses propres moyens financiers. Et le but, c'est de créer sur un lieu défini, dans un temps défini de quelques années, des réponses innovateurs aux problèmes, non seulement sur le site, mais aussi des problèmes généraux
qui concerne beaucoup de villes en Allemagne, même à l'international. En bref, c'est plus compliqué, mais c'était un peu l'idée derrière cette approche. Je vais couper ça. Qu'est-ce que c'est une IMA? Je laisse ça au débat. Les thématiques à Hambourg, c'était 3. Il y avait la ville cosmopolite, donc l'aspect qui est au centre de ma contribution aujourd'hui. Puis il y avait la thématique des métrozones, qu'on les nommait des zones difficiles dans la périphérie, mais avec un potentiel de développement quand même. Et puis déjà après des décennies, déjà le changement climatique, surtout sur cette île qui est toujours menacée de l'eau, un aspect très très important. Alors, on a créé ensemble avec les résidents des différents projets qui s'occupent de différentes questions. Par exemple, comment réhabiliter des quartiers existants ensemble. Le problème de la participation ici, c'est que beaucoup, surtout de femmes, mais aussi les hommes, n'aiment pas venir à des événements le soir. Donc, on a créé une consultation ambulante par des locateurs natifs qui parlent les langues des résidents. On les a demandé quels sont les besoins, comment est-ce qu'on veut avoir réhabilité le quartier finalement. C'était vraiment un succès parce que les logements étaient mieux adaptés aux besoins des familles de différentes cultures, et aussi l'espace public a été transformé selon ces vœux donnés dans la consultation ambulante. Un aspect clé, c'est la formation. Donc, un projet, c'était de créer un centre de formation non seulement scolaire, mais aussi de formation en langue allemande pour les différentes personnes qui ne sont pas tellement compétents en langue. Aussi, un endroit pour des événements le soir où les parents des élèves font la connaissance de l'école de leurs jeunes et comprennent peut-être mieux l'importance de la formation. Tout cela dans ce centre aussi, je pense, une bonne idée. Habiter ensemble, les différentes cultures doivent aussi se comporter à l'âge avancé. Donc ici, un exemple de logement pour des âgés de différentes cultures. La création de boulot. Voici la maison d'artistes, un exemple comment on peut joindre les artistes, si vous voulez, les dessineurs et les artisans au niveau textile. Les femmes qui savent coudre ont réalisé les dessins de jeunes artistes, des étudiants, et puis on a créé une marque qui a été très demandée après. Et j'ai déjà mentionné l'importance de l'espace public. Jardinier, c'est une activité qui fonctionne sans langue, qui peut réunir les gens dans un champ d'activité qui satisfait, qui fait s'entendre, etc. Et aussi, un nouveau parc qu'on a créé sur l'île offre beaucoup d'activités de loisirs selon les différentes demandes. Voilà quelques exemples de ce qu'on a fait jusqu'à 2013. En 2013, il y avait la présentation, ce qu'on a réalisé jusqu'à ce moment-là. Il y avait plein d'idées, pas encore réalisées, et on continue de travailler sur ces idées jusqu'à nos jours. Merci. Merci beaucoup. Je prendrai une question pour M. Kellner. Oui, Laurent.
il n'y avait pas 30 différentes vues des choses, mais bien sûr, c'est normal, soit dans le contexte d'une consultation ambulante, soit dans une structure de participation traditionnelle, qu'il y a des différentes idées, et des idées contradictoires aussi. Et c'est un peu la compétence, l'art des animateurs de finalement trouver une majorité pour des idées faisables. Il faut être clair sur le cadre de consultation, il faut être clair sur qui décide à la fin, il faut commencer ces consultations, la participation, tout ça, le plus tôt possible. Et enfin, ce n'est pas très différent des méthodes de participation traditionnelles qu'on connaît avec les réunions le soir. Mais vous avez raison, c'est difficile de trouver finalement quelque chose qui est capable à trouver un consensus. Merci beaucoup. On reprendra la discussion. Il y a encore plusieurs choses à soulever. Donc, je vais passer la parole à Diego Coletto. On poursuit. Le temps passe. Donc, Diego est professeur à l'Université de Milan Bicocca. Il est sociologue du travail, sociologue de l'urbain. C'est à travers ce prisme qu'il s'intéresse aux vendeurs de rue, notamment, et au secteur informel, à Milan et ailleurs dans le monde. Donc aujourd'hui, il nous parlera de son travail sur les vendeurs de rue au Pérou en contexte de pandémie COVID-19. Yes, thank you. Thank you for the invitation. Thank you, Daniela. I give some changes in my presentation. I try to put together the study on street vendors in Peru, in Lima, with a more recent study about waste pickers and in Porto Alegre. And just a few words about informal economy. We know that informal workers are a big quota of global workforce, and informal workers provide very important services in urban context. It's also true that they have often low salary and bad working condition. Finally, the status of informal is often intersect with other categories like migrant, woman, young, old, and this intersection produce a very complex set of vulnerabilities. What about informal economy and COVID-19? There are many studies that highlighted that the COVID crisis produced a very negative impact on informal workers. But at the same time, the pandemic increased the visibility of some informal workers. Sorry, I don't. Sorry. On informal workers, recognizing some categories of them as essential workers, able to provide important services in urban context. This recognition of this worker highlights the existence of different degree of visibility within informal employment, but also within these new categories, essential or not essential informal workers, there are some important differences in terms of working practices, but also in terms of construction of collective identities. And I try to show some of these differences in the two case studies. The two case studies are the case study about street vendors in Lima, Peru, that is a study that we have developed more within the PAMIMEX project, and the case study about the waste picker, that is a more recent case study that I'm developing with a Brazilian colleague. What about work practices of street vendors? The field work
highlight or show that in the La Parada area, that is the most important informal market in Lima, the lack of state during the pandemic was very evident. And in this context, street vendor with their irregularities were represented as the main source of COVID contagion. In this scenario, they reacted in different ways. For instance, some association of street vendors provide to their members masks, visors, and gloves. They organize cleaning campaign to disinfect the area, or some older street vendors try to work 1 or 2 days a week at home. At the same time, there were also a quota of street vendors that continued working in this area without any precaution. Very different scenario occurred in another area of Lima, Santa Anita Market, where the local administration developed a relocation project some years ago. In this area, former street vendors adapted their stalls to the new sanitary requirements. They committed social distance. They wore a mask and gloves. At the same time, the access to this market was denied to many informal casual street vendors. Many of them were migrants from Venezuela. What about the working practices of waste pickers? We saw that waste pickers who work in association or cooperatives in Porto Alegre adapted their workplace to the new situation, increasing social distance. They wore masks and gloves, and they refused collecting activities that they usually did in the street using chart. Different is the situation for individual waste pickers, because they increased their working hours, intensifying the door-to-door service. They did not use masks and gloves, and the competition among them increased due to the growing number of casual waste pickers. But I think that there are some important differences also concerning the agency opportunity of this worker and their attempts to build new collective identities. For street vendors, the pandemic made more visible some street vendor organizations, increasing their voice opportunities. Some associations within La Parada area try to change the common perception of La Parada street vendors, drawing their working reality near to the working reality of Santa Anita. And some associations within the same area claim new relocation projects in order to improve their working condition and their safety. This new claim seems to exclude the more precarious street vendors who are not members of any associations and who has recently started this work, for instance, new migrants. Different are the changes in the realities of waste pickers, and during the pandemic, in this case, many waste picker organizations were forced to reduce social and cultural activities they develop in local communities where they work. And these activities were very important in the process to build new identities as active civic actors in this context.
they refocused their action in their core business, the management of waste, asking to the local administration the recognition of their role as public services providers. On the other hand, the increasing of number of individual waste pickers and their need for money to guarantee their survival increased the tensions between them and the waste picker organization, increasing competition between individual waste pickers and organized waste pickers to collect recyclable urban waste. So, what happened with the COVID crisis? I think that it's important to highlight that COVID crisis made visible that many informal workers are essential providers of a lot of services in urban context, but they recognize to be essential did not reduce the vulnerabilities in terms of living and working conditions of informal workers. They continued to work facing new difficulties or facing usual but intensified difficulties. The two case studies highlight that many differences within the essential informal workers are present in terms of working practices, but also in terms of building identities, meanings of work, and shared values. In some cases, the pandemic has opened up new spaces of claiming for some informal organization. In other cases, it has stopped the process of building collective identities able to go beyond the work dimension. In general, the COVID crisis seemed to foster segmentation among informal workers, increasing the marginality of the most vulnerable. And finally, these empirical evidences show that the public urban spaces can be a space for the politics of informality also during a crisis, but I think that it's crucial to understand the differences within informality in order to understand the claims and its meaning. And this is an important point from an analytical point of view. And from a political point of view, I think that the empirical evidences support the idea that an inclusive working social contract is needed. Thank you for your attention. Thank you very much, Diego. Very good. Is there a question for Diego? Yes, because oui, Jean-Baptiste. Thank you. And some of them were from, well, I mean, not migrants. Yeah, okay. Thank you. Thank you. Thank you for the question. Yes, yes. The informal economy topic intersect a lot of migrant issues. There are also in this case many differences because in the two case studies that I tried to put together in this presentation, we have an important presence of migrants, but they are more internal migrants, and so is very different, for instance, in the case of street vendor when you deal with these
example of informality within European cities. In this case, you deal with migrant workers that come from countries outside the country of the city that you are studying. So in our cases, the migrant category is important in order to understand, for instance, some claims of some association, and also in order to understand their degree of vulnerabilities. For instance, in the case of Lima, one of the most vulnerable group of street vendors was Venezuelan migrants that were excluded by the restrictive measure approved by the local administration. Thank you very much. So we'll move on. We have 2 speakers left. On a 2 présentations. Donc la prochaine est à distance. Bénédicte Michalon, qui malheureusement n'a pas pu se rendre à Paris aujourd'hui en raison d'un train annulé. Donc, je la présente brièvement pendant qu'on installe son image. Donc, elle est directrice de recherche au CNRS, UMR Passage. Ses travaux sont principalement situés à l'interface entre études sur l'immigration et études sur l'enfermement. Ces travaux portent sur les expériences des migrants, notamment des dispositifs de contrôle des migrations. Bonjour Bénédicte. Bonjour, bonsoir à tous, et je suis vraiment navrée de ne pas être avec vous ce soir, mais j'ai été rattrapée par la grève de train qui commence ce soir en fait. Voilà, donc j'espère que vous m'entendez bien. Alors, je vois personne faire de signe que non, donc je vais commencer ma présentation. Donc moi, je vais être la plus franco-française de la table ronde, puisque je vais vous parler d'une recherche que j'ai menée sur l'hébergement des exilés dans les territoires ruraux du sud-ouest de la France, qui est une recherche que j'ai menée dans un cadre collectif, le programme Camigri, qui portait sur les contributions des campagnes françaises, des migrations aux transformations des campagnes françaises. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez, moi j'entends un gros bruit de fond. Alors, est-ce que vous m'entendez? Parce que moi j'entends un bruit de fond, je vous entends. On entend quand même assez bien. Bonjour, vous nous entendez? Oui. Oui, bonjour, on a un petit souci de son, on essaie d'augmenter un peu votre volume qui est très très bas. D'accord. Alors, je peux essayer d'augmenter mon micro, pourtant j'avais fait des tests. C'est bon comme ça, on va se débrouiller. Merci. D'accord. Bon, désolé, merci. Donc, je reprends, je vais vous parler d'une recherche que j'ai donc menée sur l'accueil des exilés dans 2 territoires ruraux du sud-ouest de la France. Donc, l'Ariège et la Dordogne. Alors, je bataille un peu avec mon PowerPoint. Voilà, et donc c'est une enquête que j'ai menée dans ces 2 départements qui sont à la fois des départements ruraux et des départements qui ont connu un déploiement très net des dispositifs d'accueil des exilés depuis 2014 et 2015. Et donc, moi, je me suis intéressée aux effets de la présence des exilés sur l'organisation de ces territoires ruraux. Ce que je voudrais montrer aujourd'hui rapidement, c'est comment cette présence des exilés, elle génère des liens territoriaux particuliers entre les territoires ruraux et les villes de ces départements qui sont des villes petites et moyennes. Voilà, alors la présence des exilés dans ces territoires, elle est principalement liée à une politique de l'État français, puisque l'État français, comme de nombreux autres États, cherche à héberger certaines catégories de population en migration en dehors des grandes métropoles. Et donc, c'est une politique qui va toucher les mineurs isolés étrangers, par exemple, mais qui touche aussi les exilés, et ce, quel que soit leur statut administratif. Et donc, c'est à partir de cette politique que se pose la question, que s'interroge la présence des exilés dans les territoires ruraux.
Et cette politique de dispersion, elle n'est pas du tout récente, contrairement à ce qu'on pense souvent. En fait, c'est une politique qui remonte aux années 1970, mais qui a été beaucoup réactivée et médiatisée depuis 2014-2015. Cette politique, elle est matérialisée de différentes manières, et notamment par ce qu'on appelle le dispositif national d'accueil, le DNA, qui en fait est un ensemble de structures d'hébergement et de logement qui sont disséminées sur le territoire métropolitain à destination des exilés. Alors, qu'est-ce que l'État français cherche à faire à travers ce dispositif? Il cherche d'une part à remédier à la concentration des exilés dans les principales métropoles françaises, mais il cherche aussi à mettre à contribution tous les territoires dans un objectif de péréquation territoriale, avec l'idée que tous les territoires doivent participer. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette politique, elle procède au moins autant de l'aménagement du territoire que de la prise en charge des exilés. Ce n'est pas seulement une politique migratoire. Et dans ce cadre, paraît de tout un tas d'atouts qui seraient particulièrement favorables à l'accueil des exilés, notamment le fait qu'il y aurait des logements qui seraient disponibles ou des bâtiments qui pourraient être aisément utilisés pour loger des exilés, le fait qu'il y aurait aussi une présence plus faible d'étrangers et puis des capacités intégratrices supposées avec la présence de bénévoles. Voilà, ce qui fait que du côté des pouvoirs publics, les territoires ruraux sont de plus en plus vus comme une solution, voire la solution à différents problèmes que rencontre l'État français pour remplir ses obligations vis-à-vis des personnes en exil. Alors, cette politique, elle a des effets indéniables, puisque les structures d'accueil des exilés sont beaucoup plus dispersées sur le territoire national aujourd'hui qu'il n'y a 20 ans. Et tous les types de territoires sont aujourd'hui des territoires d'accueil des exilés. Alors, je vous montre rapidement une carte qui a été publiée dans la Revue européenne des migrations internationales, donc par les collègues du programme Camigri. Et sans la détailler, vous pouvez voir en vert les espaces peu denses et très peu denses, dont la part a clairement augmenté dans l'accueil des exilés entre 1999 et 2019. Voilà. Or, comme je l'ai déjà dit, la présence des exilés dans les territoires ruraux, elle relève le plus souvent de cette orientation par l'État que de la volonté des exilés eux-mêmes. Et donc, l'autre point qui me semble intéressant à prendre en compte, c'est que cette politique d'hébergement des exilés, c'est aussi une politique de réorientation des mobilités, des trajectoires d'exil. Et ça, c'est très net lorsque l'on regarde les trajectoires d'exilés une fois qu'ils sont sur le territoire français. Alors, pour illustrer ça, je vais vous montrer la carte des mobilités résidentielles d'une famille que j'ai rencontrée à plusieurs reprises en Ariège, et qui est donc une famille qui est arrivée en 2017 dans le nord-est de la France, qui a été hébergée successivement dans 2 logements d'urgence dans le nord-est de la France, avant d'être transférée donc par l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans un centre pour demandeurs d'asile qui est localisé dans un village de 700 habitants en Ariège. Ils ont été déboutés de leur demande d'asile. À partir de là, ils ont rejoint la ville de Foix, où ils ont d'abord logé dans un camping, puis dans un hébergement solidaire, suite à quoi le père a été placé en centre de rétention à Toulouse. La famille s'est installée pendant ce temps-là à Pamiers, une ville de 15 habitants, et est restée là jusqu'à la régularisation pendant l'été 2021. Voilà, et depuis, ils sont restés à Pamiers, où ils se sont implantés. Voilà, et donc ce qu'on voit à travers cette carte, c'est que le lieu d'hébergement, il est très éloigné du lieu où a été déposée la demande de prise en charge, à l'autre bout de la France. Et ce qu'on voit aussi, c'est cette orientation vers un espace rural, isolé des grandes métropoles. Et les personnes que j'ai rencontrées disaient très clairement avoir informé les agents de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qu'elles ne voulaient pas vivre en milieu rural. Et souvent, cela leur était caché, elles ne l'apprenaient qu'une fois qu'elles arrivaient sur place, ce qui marquait beaucoup la suite de leur parcours en France.
Et donc, je viens au troisième temps de mon propos, c'est que cette dimension d'arrivée dans un espace rural et d'acceptation de cette localisation, c'est quelque chose qui marque beaucoup les relations entre les professionnels qui travaillent aux côtés des exilés et les exilés eux-mêmes. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la politique d'hébergement des exilés de l'État français, elle est mise en œuvre en fait par des prestataires de l'État qu'on appelle les opérateurs, qui sont principalement des associations du secteur social et dont les professionnels sont très majoritairement des femmes qui travaillent auprès des quotidiens, auprès des exilés. Et ce qui est intéressant, c'est que ces professionnels, elles sont certes chargées de mettre en œuvre une politique nationale, mais elles vont très souvent mobiliser des compétences qui s'appuient sur les territoires, sur l'échelon local. Ce sont des professionnels qui sont souvent ancrés depuis longtemps dans les territoires dans lesquels elles travaillent, et elles les connaissent très bien, elles connaissent leurs ressources, elles connaissent leurs difficultés. Alors concrètement, quand est-ce que ces savoirs territoriaux interviennent ? Ils interviennent d'abord lorsque ces associations doivent rechercher des lieux d'hébergement pour les exilés, puisque ce sont ces associations qui les recherchent et qui les proposent aux préfectures, qui vont valider ou ne pas valider les propositions. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a certes des grandes lignes qui sont données par l'État pour sélectionner les lieux d'implantation, mais les professionnels ont leur propre grille de lecture. Et en fait, elles ont des grilles de lecture qui mobilisent des éléments territoriaux. Par exemple, certaines d'entre elles limitent leurs recherches à des communes qui sont situées le long d'une ligne SNCF, de manière à ce que les personnes en exil puissent se déplacer de manière autonome avec des trains. L'autre registre sur lequel leurs savoirs territoriaux va être mobilisé, ça va être de choisir des logements groupés ou dispersés. Certains opérateurs préfèrent des hébergements regroupés pour un accès plus direct aux exilés. C'est ce que vous voyez sur la partie gauche de la photo. Et d'autres préfèrent des hébergements diffus dans des ensembles d'habitat social, ce que vous voyez sur la photo de droite, pour éviter des effets de concentration locale des personnes en exil. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les savoirs territoriaux, ils sont également mobilisés dans un travail informel que ces professionnels mènent auprès des exilés pour leur faire accepter de vivre en dehors d'une grande métropole. Elles ont toute une réflexion sur ce sujet et elles ont des stratégies professionnelles pour faire accepter cette localisation et éviter que les exilés repartent aussitôt. Donc, elles ont des discours bien rodés sur les avantages des lieux, notamment pour les enfants, et sur la qualité du suivi humain. Et puis, elles mobilisent aussi leurs savoirs territoriaux lorsque les exilés quittent les hébergements et lorsqu'il faut rechercher un autre logement. Et là, elles énoncent quelque chose de très clair qui est, je cite, « On pourra vous aider si vous restez dans le département. Par contre, si vous partez, si vous allez à Toulouse, on ne pourra plus rien pour vous. » Voilà. Et finalement, ce qui se négocie à ce moment-là, c'est en fait un impact durable de la politique de répartition territoriale. Ce qui m'amène à mon dernier point, c'est que l'ensemble de ces procédures, de ces étapes, ça a des effets sur les trajectoires des exilés à moyen terme, puisque à l'issue de la procédure d'asile, à la sortie des hébergements proposés par l'État, les trajectoires résidentielles des personnes que j'ai rencontrées s'inscrivent le plus souvent dans le département d'accueil, et ce, quelle que soit la situation administrative. En fait, la majeure partie des personnes que j'ai rencontrées et suivies depuis 2019 sont restées en Ariège, même si elles disaient au début ne pas avoir voulu y venir. L'autre chose qui est intéressante, c'est que très souvent, leur territoire converge vers les villes du département. Et je remets ici la trajectoire que je vous ai montrée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on voit un effet de polarisation sur les villes, donc qui sont des villes petites et moyennes. Et ça va s'expliquer d'abord par cette décision de rester dans le département. Ça va se décider ensuite par des critères assez évidents, comme les possibilités d'emploi et de formation, ou la localisation des acteurs humanitaires.
au final, peu des personnes restent dans des villages. Et lorsqu'elles restent dans des villages, ce sont souvent des personnes déboutées de l'asile qui sont hébergées par des militants qui les installent dans des espaces isolés parce qu'ils sont perçus comme plus protecteurs par rapport à la préfecture. Voilà. Et donc, on voit à cette étape des trajectoires qu'il y a un recentrage sur les villes petites et moyennes des départements ruraux. Voilà, donc je vais conclure là-dessus pour dire qu'il y a eu deux déplacements de mes intentions initiales de recherche qui me semblent intéressantes pour comprendre cette présence des exilés dans les campagnes et dans les villes petites et moyennes. La première, c'est que je suis rentrée dans la recherche par les centres d'hébergement, donc par des lieux d'ancrage, des lieux de stabilisation temporaire des trajectoires. Et en fait, les données empiriques que j'ai recueillies, elles mettent beaucoup en lumière le rôle de la mobilité dans cette prise en charge, avec ici des mobilités à l'écran, des mobilités qui sont impulsées par les autorités françaises, mais il y en a d'autres, notamment des mobilités quotidiennes que je n'ai pas abordées aujourd'hui. Et ces mobilités, elles sont fondamentales pour comprendre les dynamiques en cours, parce que pour les opérateurs, elles génèrent un investissement très important en énergie, en temps et en coût. Et pour les personnes en exil, elles peuvent conditionner le choix de partir ou de rester. C'est-à-dire que les personnes qui n'ont aucun moyen de se déplacer au quotidien ne resteront pas quelque part. Et donc, c'est vraiment un facteur indispensable pour comprendre les dynamiques. Et donc, les lieux d'ancrage, en fait, ce sont aussi des lieux de mise en mobilité. L'autre chose que je voulais souligner en conclusion, c'est que le point de départ de ma recherche, c'était des territoires ruraux. Et je conclus sur le rôle des villes petites et moyennes de ces territoires ruraux, parce que finalement, la géographie qui ressort, c'est une géographie des villes petites et moyennes plus qu'une géographie des villages. Et c'est une conclusion, en fait, qui amène à prendre en considération la diversité des territoires ruraux, qui est une dimension des territoires que les sociologues du rural et les géographes du rural soulignent de plus en plus, avec une diversité démographique, sociologique, politique, mais aussi économique, et qui explique que la politique d'asile, c'est certes une politique nationale, mais c'est aussi une politique territorialisée, dans le sens où les caractéristiques des territoires influencent sa mise en œuvre. Voilà, je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention en espérant que vous m'avez entendu. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Bénédicte. On vous a très bien entendu. Vous avez une question de la salle pour Bénédicte. Oui. Est-ce que vous entendez, Bénédicte? Non, moi, je n'entends pas les questions de la salle. On va passer un micro. Oui, c'est bon? Vous m'entendez? Oui. D'accord. Merci pour votre présentation. Je vais demander une question par rapport aux mineurs non accompagnés. Est-ce qu'il arrive aussi qu'ils sont envoyés dans des territoires ruraux isolés, ou est-ce que quelqu'un essaie de les maintenir plutôt dans des espaces où ils auront une intégration peut-être plus rapide, plus facile? Voilà, est-ce que c'est plutôt une politique qui concerne les familles déjà consolidées, on va dire, ou ça peut aussi concerner les mineurs? Alors, moi, je ne suis pas spécialiste des mineurs étrangers isolés, mais je vous renvoie aux travaux de Sarah Psibil, qui a travaillé exactement sur la question que vous posez, et qui montre que les structures d'accueil pour mineurs isolés sont en bonne partie situées dans des territoires ruraux. Et il y a en Ariège un très gros centre qui est géré par l'Institut protestant de Saverdun et qui n'est pas le seul en territoire rural. Mais donc, cette politique de localisation dans des territoires ruraux, elle s'applique bien aux mineurs également. Merci beaucoup. On va passer tout de suite à notre dernière présentation. Oui. Donc, Alison Mount, qui est arrivée au sud du Canada ce midi, qui est à l'université Wilfrid Laurier à Waterloo, près de Toronto. Elle est directrice d'un centre de recherche en migration. Elle travaille sur les tensions entre les déplacements, les décisions et les désirs qui sous-tendent les mouvements migratoires et les politiques qui régulent les migrations. Elle a récemment publié l'ouvrage
The Death of Asylum, la mort de l'asile. Et je lui passe la parole sans plus tarder. À toi, Alison. Merci beaucoup, Danielle and Nadine, for organizing the session and including me in it. And thanks also to my hosts, Camille Schmoll and Labex and Mauricio, for making it possible for me to be here. I'm speaking to you about a project that draws on a long history in Canada, being a place where Americans flee in search of refuge. For example, fleeing slavery, fleeing mandatory service and war, fleeing forms of militarism and conflict in the United States. And this project answers or asks the research question, what kinds of refuge have US war resistors sought, forged, or been granted or denied access to in Canada? And to answer this question, I did oral histories and archival research about 2 recent generations of Americans who went to Canada in search of refuge, the first during the US-led war in Vietnam in the 1960s and 70s, when an estimated 50,000 to 100,000 people went to Canada. That's such a broad estimate because over 100,000 people went for some time, but approximately 50,000 people ultimately resettled and stayed in Canada. And then the younger second generation of war resistors who came during US-led wars in Iraq and Afghanistan, beginning in 2004. They came in much smaller numbers, approximately 300 people, and through a different policy. So during the first generation, people accessed Canada's points system and came in as landed immigrants and found refuge. The second generation, about 50 people actually made refugee claims in Canada. And they had many parallel experiences in their searches across these 2 generations, but they met very different outcomes to their request for refuge in Canada. So most of the younger generation did not find refuge in Canada. All of their claims were rejected, and several of them were deported back to the United States and handed over to the US government and spent time in US military prisons, and only approximately 15 of them stayed. So it's a story about change in the Canadian political landscape and immigration and refugee policies, and also geopolitics between Canada and the United States, because the younger generation arrived during the Stephen Harper administration, so much more conservative administration that was more aligned with US military goals. So as an example, in 1970, then Prime Minister Pierre Trudeau famously said that Canada should be a refuge from militarism. Whereas in 2009, then Minister of Immigration Jason Kenney referred to US resistors as bogus refugees. So this gives you a sense of the changing political discourse about US war resistors in Canada. And so the methods, as I mentioned, involved about 60 oral histories with people from these 2 cohorts, as well as activists who were part of the social movements that arose, beginning primarily in big Canadian cities, particularly Toronto, Montreal, and Vancouver. And the methods really sought what Divya Tolia-Kelly writes about as emotional geographies, exploring people's border crossings and border stories as embodied recovery work. The social movements, as I mentioned, really began particularly in Toronto, where I live. During the Vietnam War, the Toronto Anti-Draft Program was founded by US war resistors or draft evaders who were fleeing mandatory conscription in the United States, and started a large cross-border draft counseling movement. One of their key tools was a book that was published by the organization and eventually by an independent press in Toronto called The Manual for Draft Age Immigrants in Canada. And this was distributed across North America and actually was reissued a few years ago, interestingly, in 2017 by House of Anansi Press.
And the younger generation and the newer, the younger social movement that arose in 2004 to support Iraq and Iraq war resistors was founded also by Vietnam-era draft evaders and war resistors. In other words, some of the same people who led the original social movement led this new social movement. And they looked to the earlier history for inspiration and to replicate some of their legal and political strategies. They read their archives, their histories, and as sociologist John Hagen, who wrote a history of that time, reminds us, it's important to pay attention to these seemingly small social movements and their ability to enact social change. And in fact, there were very broad coalitions in civil society that arose to support war resistors, comprised of peace activists, anti-war activists, faith-based groups, particularly churches with strong peace traditions like Quakers, also the labor movement. And so this was a campaign, the most recent campaign that went on for 14 or 15 years. It was a very long struggle to try to get status for Iraq war resistors. And the analysis of the research is very intersectional, finding that there's no one reason why people resist war, but in fact, many different reasons that bring them to this moment in life of opposing ethically and politically particular wars into which they're either being drafted, in the case of people fleeing Vietnam, or military objectives where they have voluntarily enlisted, but then develop some kind of opposition to the wars that are being fought. And I'm happy to talk more about how people arrived at those decisions when we have time afterward. What is really important to note is that, to ask how is it that the social movements organized spaces of refuge for resistors? And the answer is in the city. These were very much social movements that operated across Canadian cities, large and small. There were chapters of the War Resistor Support Campaign, which began in Toronto and then spread across Canada to develop a network of families and activists and churches and people who joined forces and shared resources to provide things like accommodation, livelihood, and so on. And it was really the connection between the first and second generation of US war resistors that was so crucial. So for example, many of the older generation would be answering telephones at the War Resistor Support Campaign when people would phone from the United States who were thinking about deserting the military. And one of the Vietnam-era draft evaders named Lee said when he would meet people when they got off the bus in Toronto, he would say to them, "I love you because you're a war resistor like me." And then the younger generation who were deserting the military, like Dean, who's pictured here, really responded to this because they felt, of course, very alone. These weren't feelings or political viewpoints that they could speak of openly in the military. So when they had these phone calls, they would be very powerful for them. And Dean said, "It was like I found a home over the phone." He felt no longer alone, like he wasn't crazy. And so it was through these shared connections that people forged safe haven through the social movements and in cities. And as my colleagues on the panel have already discussed, there's such a long history of cities being spaces of refuge. We've talked about sanctuary cities and the idea that people need all kinds of dimensions of refuge when they get to the city, whether it is shelter or work or community or a space of escape or a political form of recognition and being seen. And this is especially important for this generation, the younger generation of Iraq war resistors who did not get legal status, formal modes of belonging or recognition from the Canadian federal government, but who nonetheless forged refuge more informally through these social movements and together in Canadian cities. So a person comes not only to Canada or might be denied belonging by Canada, but they come to Toronto and may find recognition, community, home, and work, and so on in Canada. And I think this is especially important as governments are shutting down formal and legal paths to asylum around the globe. Those spaces are shrinking. It's
ever more important that we look to the role of cities as another scale, again, that my colleagues have discussed, where people forge and find refuge. And there were so many strategies through which war resistors and social movement, the activists did this. They pursued legal strategies, so sometimes they could not, for example, succeed in getting legal status, but they could appeal and challenge in the courts so that they could effectively buy time and space away from US militarism. And the research involved interviews not only in Canada but also in the United States with people who had been sent back and who talked about what Canada meant to them. And even though they had been forced to leave Canada or even deported in highly visible ways from Canada and then banned re-entry, because anyone who is deported is banned re-entry for 10 years, they still spoke in these very idealizing ways about their time in Canada, which gave them a reprieve, a refuge, which they understood as having prepared them for what they would face when they returned to US society or spent time in military prison. So for example, this is Robin Long, who's a very kind of high-profile war resistor in Canada, probably because he was the first person who was deported in 2008 and then spent a year in military prison in San Diego in California. And although Robin was separated from his son, whom he had had with a Canadian citizen in Canada during his time in Canada, although he was not able to see his son or to re-enter Canada for many years, he still refers to his time in Canada as a time of healing, a time that he says saved his life, a time where he learned about yoga and meditation, alternative forms of healing, alternative ways of living and forming community. And he still considers Canada as home, even though he's been now back in the United States for more than 10 years. Robin, like many others, talked a lot about mental health struggles that stayed with them in the case of Vietnam-era resistors for a lifetime. But again, they situate Canada in this really interesting way as a time when they were able to heal, to address forms of PTSD, and to be exposed to alternative ways of living that were in contrast with the United States. And this is especially interesting given the kind of mythology in Canada, of Canada as a safe haven. I think many Canadians sometimes romanticize the role of Canada as a safe haven. This is a very provisional role that Canada plays. It's not always a refuge, obviously, for everyone. It's highly politicized in Canada as everywhere. So I think this is the main thing that this project exposes, is that Canada has played and can play a role as safe haven, but this is never something that can be taken for granted. It's something that is politically struggled for. And the project, in fact, just to wrap up, evolved in ways that wanted to enter into conversation about the role of Canada as a safe haven with as broad a kind of general public as possible. And so through collaboration with the War Resistor Support Campaign in Toronto, we decided collectively to create an archive of their political campaign, which has been accepted by the University of Toronto's Special Collections and will be housed alongside the Vietnam-era social movements archives that they consulted, with the belief being that this is a history, a cycle that will repeat itself, and we want to make those archives available to future generations of activists who will continue this struggle in the future. The project also collaborated with an art group called Just Seeds Collective, which is a cross-border collective of artists to create an art show that wove together people's migration histories and these political histories, along with Iraq veterans against war. And finally, I worked with a filmmaker named Lisa Malamont, who's based in the United States, to make a documentary film about these histories to reach a broader audience. The film is called Safe Haven. And our goal is to share this with as many people as we can so that these histories not be forgotten. Thank you. Thank you, Alison, and I strongly encourage you to watch the film if you have a chance. It's really compelling. C'est vraiment un film très intéressant sur la question du refuge et des migrants
dans la ville, dans les villes, notamment Toronto, Montréal et Vancouver. Donc, merci, Alison. Il nous reste 8 minutes. Donc, je prendrai une question pour Alison pour commencer, puis après, j'ouvrirai à tous les panélistes. Donc, une question sur ce sujet des migrations de refuge chez les... oui, Anaëlle, oui. Are those networks supporting war resistors in Canada, facing also attempts of criminalization from the federal government? I don't know, because any attempts to support migration in Europe is facing attempts of criminalizing those activities. So I was curious because of the shift in the Canadian policy you described as their attempts of stopping this solidarity towards those war objectors. Thank you for the question. Not as explicitly, I think, in policy as is happening with the kinds of networks, certainly, and in North America for pro-immigrant groups, especially in the United States, that criminalization is so intense. With the War Resistor Support Campaign, it was more, there was a lot of monitoring of what was going on, but the moments of more explicit criminalization were more when people were trying to actually help people across the border. So if they would cross into the United States and get questioned, so they were very, strategic in how they went about doing that. But there weren't, for example, I don't know of any arrests that happened to people who were part of the campaign. So they weren't quite as targeted as I would say other advocacy groups that are working to support people without papers. Thanks. Merci. Alors voilà, il nous reste 6 minutes si on termine à 18h30 précisément comme on nous a demandé. Donc j'ouvre la période des questions à tous et à toutes. Donc je vous invite à poser des questions à nos présentateurs, présentatrices. Oui, Anaëlle. J'ai le micro, je ne le lâche plus. J'avais une question pour Monsieur Kellner. Par rapport au projet d'aménagement, je me demandais si ça n'avait pas entraîné une gentrification et un remplacement de la population du quartier qui a été transformé en fait. Ou est-ce que les personnes sont vraiment restées dans le quartier? Le dernier fut le cas, heureusement. Heureusement, on a trouvé des moyens pour, pendant la période de la réhabilitation des logements, de les placer dans le quartier, mais dans des autres appartements temporaires. Et puis, la plupart pouvaient rentrer dans leur immeuble où ils habitaient avant. Pas tout le monde, parce qu'on a élargi les logements. Mais les autres ont trouvé d'autres choses à l'aide de la ville aussi. C'était possible à l'aide de pas mal de subventions, mais qui étaient disponibles dans cette période de l'IBA pour un temps de 6 ou 7 années pour réaliser ces projets pilotes qui avaient comme objectif d'être exemplaires pour d'autres villes, peut-être au moins pour d'autres quartiers à Hambourg. Merci. Alors, une autre question, un commentaire? Oui? Veuillez m'excuser, je vais vraiment poser une question très, très générale. Et je suis en train d'observer aussi que l'immigration est un problème assez grave partout dans tous les pays. Et est-ce qu'au niveau des politiques, il y a quelque chose qui peut s'imaginer? Parce que rien qu'ici dans les territoires en France, il y a beaucoup de personnes immigrées. Et est-ce que j'ai la même impression que vous, c'est vraiment les débordements? Qu'est-ce qu'on peut faire? Merci. Est-ce que quelqu'un voudrait prendre la parole? Alors, il y a des choses qui se font. Il y a un décalage entre ce qui est annoncé par les politiques et ce qui est fait sur le terrain.
il y a aussi une fuite en avant, c'est-à-dire il y a une volonté un des problèmes des politiques migratoires, c'est qu'elles doivent répondre aux effets inattendus des... Pardon, il faut que j'essaie de trouver mes mots parce que la question est effectivement très large. Non mais voilà, en gros, c'est très difficile de gérer les migrations parce qu'elles répondent à des dynamiques de guerre, qui sont extrêmement différentes. Hein. Les gens, de toute façon, auront... Je ne sais pas comment je vais répondre, en fait. Je suis désolé, mais... ouais, si vous avez des idées, aidez-moi. Hein. Et donc, voilà. Non, bon... Les mobilités dans le monde, c'est quelque chose qui a toujours existé, d'accord ? On ne va pas arrêter les gens, comme dirait Fatou Diom, on ne va pas arrêter la mer avec les bras, hein, d'accord ? Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est qu'il y a une volonté affichée par les politiques de contrôler, réguler, diminuer les migrations. Mais il y a un décalage, effectivement, entre ce qui est annoncé et les effets de cette politique. Et donc, pour essayer de répondre à cette volonté, il y a une fuite en avant dans davantage de contrôle, davantage de violence également sur certaines catégories de population. Et pour répondre à ça, vous avez aussi une mobilisation des associations, de la société civile, des personnes qui sont là pour essayer aussi de compenser les effets négatifs de ces politiques. Voilà. Je ne sais pas si c'est ce que vous attendez, mais... C'est bien. Bon. Au moins, je sais que quelque part, il y a cette volonté de part et d'autre à prévenir. Oui. Merci. Merci. On peut prendre encore une question ou deux? Oui. Thank you to all of you. I will make my comments and question in English, so I think it's easier for both of you. I was interested in about the time. How can some public policies been adapted to change phenomena that are changing so quickly? I mean, any public policy needs time to be implemented, to have effects. And what we see is that migrants and migration flows may be very different, and what we're seeing, Thomas, right now. What do you think about the possibility that those public policies are trying to follow, trying to be at time for the needs in the city? And how do you think that the electoral conditions may change again what is done, how long it is done, and what could be done tomorrow? Thanks. Merci. Est-ce que l'un d'entre vous, one of you would like to speak to that? I'll start and then pass the microphone just to say that I appreciate that question because I think we often think of policy as being so slow and adaptive, and it's often true. But it's also true that it can change very quickly if there is political will. So for example, in Canada recently, there were really remarkable moves to open borders to Ukrainians, to not require paperwork, identification, and so on, to make it possible for people to be resettled very quickly. So I think it's the old story of, you know, time, some intersection of time and also politics. And also another example that's slower is that in the case of the Vietnam-era draft dodgers who were coming by the tens of thousands, the Canadian point system was developed as a response to handling and more fairly responding to the numbers of people in a less politicized, less discretionary way at the border. So there are such interesting relationships between, you know, mass migrations and policy.
Merci beaucoup, Alison. Je crois qu'on doit conclure, si j'ai bien compris, l'intelligence artificielle du bâtiment. Donc, merci à tous et à toutes d'avoir participé. Merci à nos intervenants, intervenantes.